Bonjour, merci d'être si nombreux à nous avoir suivis pour la première partie de cette masterclass. Et avant que Loris passe à la partie retouche, il m'a demandé de vous montrer comment on allait préparer nos outils pour la retouche, c'est-à-dire comment on allait calibrer le portable, qui est un MacBook Pro, et l'écran graphique qu'on a ici, qui est un BenQ SW321C. Le portable, soyons clairs, on va le calibrer pour le mettre dans un état correct. Il ne s'agit pas de pouvoir faire la retouche dessus, mais d'avoir un affichage plus neutre, parce que par définition, les portables ont tendance à être trop lumineux et trop bleus, donc on va le calibrer pour réduire les écarts. Et ainsi, on aura moins d'écart entre les deux aussi. Mais les retouches, on les fera sur l'écran graphique. Alors, pour calibrer un portable, très simple, il vous suffit de connecter la sonde. Ici, on est sur une Color Checker Display Pro de Calibrite et je vais la connecter tout simplement par le port USB. Ici, c'est un USB-C. Et je vais lancer le logiciel Color Checker Profiler. Color Checker Profiler, qui est un logiciel au départ fabriqué par X-Rite et qui est aujourd'hui commercialisé par la société Calibrite, qui a repris la distribution. On voit ici que le logiciel permet de calibrer les écrans, de faire de la vérification d'écran, de calibrer les vidéoprojecteurs, ce qu'on ne va pas faire, mais je vous montre en gros qu'on pourrait le faire en mettant la sonde en regard. En fait, elle vient regarder par exemple un écran qu'on vient calibrer, et on peut aussi la monter sur un pied photo. Il y a le pas de vis ici qui permet de faire ceci. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est d'étalonner notre portable. Donc, je clique sur caractérisation d'écran. On a bien l'écran du portable qui est reconnu, Color LCD, c'est de la diode blanche, et on va lui demander un certain nombre de points qu'on veut qu'il atteigne. Et donc on va ici pour un portable viser D65 ou 6500 Kelvin, et puis je vais viser 100 candela par mètre carré. Je laisse toujours un gamma de 2,2 et je vois ici le nombre de patchs qui vont se défiler pour le calibrage et je fais simplement démarrer la mesure. On a des petits conseils, il faut bien entendu mettre la sonde contre l'écran et il faut qu'elle touche bien, pas qu'elle soit comme ceci ni comme ça, mais bien à plat contre l'écran et pour ça vous avez un petit contrepoids qui permet d'ajuster et de la positionner si possible à peu près au centre de l'écran, bien collé à l'écran. Si nécessaire, vous donnez un tout petit peu d'angle. Je fais OK et je vais lancer l'étape suivante. Dans un premier temps, la sonde fait un réglage de la luminance, c'est la quantité de lumière émise par l'écran, et on se rend compte par exemple ici qu'on visait 100 candela, et en fait l'écran est à 127. Et donc on va un petit peu réduire, et je lance mon calibrage. Le calibrage est très simple, ça se fait une fois par mois, en 3 clics, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, on voit que le logiciel a passé en revue un certain nombre de couleurs, y compris des couleurs assez difficiles à produire, et puis il termine sur des niveaux de gris pour s'assurer d'une bonne neutralité de l'écran. À la fin du calibrage, on va obtenir un résultat, après une petite vérification. Mais tout ça, c'est fait, le logiciel fait tout ça pour vous. Vous n'avez pas grand-chose à faire en dehors des réglages qu'on lui a demandé de viser. Et on va pouvoir faire simplement ensuite une comparaison avant-après. Et Loris nous dira ce qu'il pense de son écran une fois le calibrage fait. Donc, tout simplement ici, on va faire une mesure de la lumière ambiante. Voilà, c'est fait. Je fais clique sur suivant. Mesure terminée. Et on voit qu'on a un écart avant-après. On va pouvoir comparer une fois qu'on a enregistré le profil. Alors ici, moi je vous recommande de mettre le nom, par exemple ici, de comment vous appelez votre ordinateur, Mac Pro, et avec la date, .icc, tout va bien. Rappel de caractérisation, moi j'aurais tendance à dire
toutes les 4 semaines, comme ça vous aurez un petit rappel dès qu'il aura dépassé cette date. J'enregistre mon profil. Et ici, j'ai le résultat. Et je peux regarder le résultat aussi avant-après. Ça, c'est assez intéressant, puisque ça va nous permettre, sur certaines teintes, de voir le changement qu'il peut y avoir. Par exemple, sur cette couleur, avant le calibrage et après le calibrage. Donc on est un petit peu moins froid, par exemple, ce qui est typique pour un ordinateur portable qui souvent est livré par le fabricant d'écran, un peu trop lumineux et un peu trop bleu. Pour une raison très simple, c'est que ça attire, ça donne des photos plus flatteuses. Le calibrage va vous ramener l'écran sur quelque chose de plus neutre, et donc il va reproduire plus fidèlement la nature de votre fichier, et donc vous pourrez faire des retouches dessus. Donc là, sur un portable, je répète, il ne s'agit pas de faire quelque chose de particulièrement peaufiné, mais de réduire l'écart. Et c'est tout ce qu'il y avait à faire. On va maintenant passer au calibrage de l'écran graphique. Donc la grosse différence, hormis la taille, vous vous doutez bien qu'un 32 pouces, on va pouvoir afficher beaucoup plus de choses, avec plus de détails, puisque c'est comme un écran 4K. Ici, on est sur une dalle brillante, qui est plutôt plus solide. Elle résiste mieux, par exemple, au scratch, etc. Ce n'est pas inutile, hein, sur un portable, ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir une dalle brillante. Mais pour la retouche photo, on va préférer un écran graphique, comme celui-ci, qui a une dalle mate très légèrement satinée, qui va nous permettre de simuler, une fois que l'écran sera calibré, par exemple, les tirages sur les papiers, sur un papier fine art, mat ou satiné. Eh bien, on va avoir une bonne idée de ce que votre fichier peut donner à l'impression. Donc, on va calibrer notre écran, même logiciel, même procédure que ce qu'on a fait sur le portable, mais on va voir que les résultats seront un peu différents. Donc ici, je vais toujours choisir les mêmes réglages, D65 et puis 100 candela par mètre carré. On peut voir sur la zone qui est ici ce que ça changerait si on vise d'autres réglages. Donc par exemple, D55, c'est pour la reproduction d'œuvres d'art. Eh bien, la petite mire qui est au milieu va se déplacer et on va être un petit peu plus jaune, un peu moins froid que si on prenait du D65. Moi, je vous recommande d'aller ni sur du D50 ni sur du D75. L'idéal, si vous avez une pièce très faiblement éclairée, pourrait être de viser 80 candela par mètre carré au niveau de la luminance de l'écran. Mais là, je vais simplement prendre les mêmes réglages entre les deux pour avoir peu d'écart. Toujours un gamma de 2, on n'y touche pas. Vous avez vu que la sonde passe à travers une petite trappe de la visière anti-reflet. Une visière anti-reflet comme ceci, eh bien, elle vous permet de réduire tout ce qui est parasite lumineux qui pourrait frapper l'écran. Et puis, elle vient casser, en fait, votre zone de travail de l'écran. Elle est bien séparée de votre environnement qui est autour de vous. Parce que le calibrage de l'écran ne se conçoit que aussi dans un environnement lumineux et de couleur le plus neutre possible autour de vous. Donc vous allez éviter toute lumière qui viendrait frapper votre écran. Si nécessaire, vous rajoutez comme ceci une visière anti-reflet. Ici, elle est livrée en standard avec cet écran et avec tous les écrans BenQ SW. Et puis, on va éviter aussi les couleurs vives. On a un fond ici très jaune qu'on n'aurait pas si on était dans une vraie salle de retouche. Là, je vais lancer mon calibrage. Je fais démarrer la mesure et on va avoir exactement comme tout à l'heure la possibilité dans un premier temps d'ajuster la luminance. L'écran en fait reçoit les ordres du logiciel de la sonde. Ici, mon écran est un peu trop lumineux, il est à 120. Eh bien, je vais pouvoir baisser un tout petit peu la luminosité. J'ai une petite molette ici avec qui est très pratique sur ces écrans BenQ, qui va me permettre d'ajuster très finement la luminance. Et je lance mon calibrage. De la même manière, on va avoir les ordres qui sont donnés à l'écran de produire les couleurs telles que c'est ordonné par le logiciel. Et la sonde qui est ici, qui est un colorimètre, vient mesurer la vraie longueur d'onde émise par l'écran.
Et puis il y a une petite table qui vient faire le calcul pour vous. Mais tout ça est automatisé. Je répète, c'est 3 minutes, 3 clics, et il faut le faire une fois par mois. Alors on arrive à la fin du calibrage à nouveau, et nous sommes maintenant sur les vérifications, donc ça prend quelques instants. Une mesure de la lumière ambiante. Et la mesure est terminée. Donc on a ici un profil qui a été fait pour cet écran, qui est un profil bien sûr différent de celui du portable. Triple intérêt du calibrage, des couleurs précises, moins de fatigue oculaire, puisque votre écran envoie moins de lumière, et une lumière moins bleue, donc ça vous fatigue moins. Et ça, les fabricants d'écran n'aiment pas trop que je dise ça, mais on a aussi une amélioration de la durée de vie de votre écran. Puisque comme il émet moins de lumière, il consomme moins d'électricité, on sollicite moins les composants. Ce serait comme une voiture qui serait très bien réglée, donc dont on ne pousse pas du tout le moteur et la boîte de vitesse, eh bien elle va durer plus longtemps. Mais c'est pareil, un écran calibré, on estime qu'il va durer entre 25 et 30% plus longtemps qu'un écran qui ne le serait pas. Donc triple intérêt, des couleurs précises, moins de fatigue oculaire et, ce que je viens de rajouter, une amélioration de la durée de vie de votre équipement. Donc en fait maintenant l'idée c'est de voir ce que ça donne quand on a fait la photo de cette charte directement dans les mains du modèle pendant le shooting. Et là vous allez voir que en fait les résultats peuvent être assez surprenants. On lance tout de suite. Alors l'idée c'est d'aller dans Lightroom et on va exporter en fait un DNG de la photo qui contient la charte. Donc ici on voit bien que la charte est très bien exposée, qu'on voit bien tous les carrés, c'est très important. Et on fait donc fichier exporter. Et on va exporter en DNG. Ici. Exporter. Une fois le DNG exporté, on quitte Lightroom parce que de toute façon, il faudra le quitter et le réouvrir pour que ça prenne en compte. Ensuite, on ouvre le programme Color Checker Camera Calibration, ou Calibration pour les Anglais. Et en fait, ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'on va devoir faire glisser notre DNG directement dans le programme. Et en fait, c'est très simple. Je vais chercher mon DNG et je le fais glisser dedans. Donc en fait, le programme reconnaît directement les carrés présents sur la charte. Au cas où il se peut que les carrés ne soient pas bien centrés, on peut les centrer à l'aide des coins qui sont présents ici. Ici c'est bon, on va juste faire créer un profil et on lui donne le nom qu'on veut. Donc je vais marquer Sony bol standard, parce que j'avais utilisé un bol standard à ce moment-là, fond jaune, donc jaune. Enregistré dans caméra profil, c'est là qu'on va les retrouver dans Lightroom. Et là pareil, fait directement un nouveau profil pour mon boîtier avec du coup tout le setup que j'avais utilisé. Donc c'est vraiment un profil spécifique à cette partie du shooting. Donc évidemment, chaque fois qu'on change de setup, on va refaire un profil si on a fait une photo de la charte. Et comme je vous le disais, les résultats peuvent être assez surprenants, on va voir ça ensemble. Le profil a été créé, je quitte le programme. Donc en fait, c'est juste un glisser-déposer et il n'y a rien à faire d'autre. Je réouvre Lightroom directement et en fait, le profil va apparaître directement dans la sélection de profil. Donc je vais prendre une photo qui est neutre, c'est-à-dire qu'ici, on est en Adobe standard, appareil photo standard, ce qui était ce que j'avais dans l'appareil photo. Et je vais sur profil, je vais parcourir et dans profil, je vais avoir Sony bol standard jaune. Voilà. Et donc la différence est quand même assez flagrante, voire plus que flagrante. C'est-à-dire que là, en fait, pour que vous compreniez bien, mes réglages ne changent pas. D'accord? Par contre, ce qui change, c'est le profil colorimétrique qu'on va mettre. Et voilà. La différence est sans appel. Elle retrouve une couleur de peau qui est plus logique. Le vert de la robe devient plus logique, devient plus profond. Le jaune devient plus profond. En fait, tout marche mieux, tout simplement. Et alors évidemment, tout l'intérêt de cette technique, c'est que maintenant que mon profil est fait pour ma série, je peux coller mon résultat sur absolument toute la série complète. Donc du coup, ma série, en quelques clics,
va être traité avec des couleurs qui marchent tout simplement. Voilà, toute ma série est traitée de la même façon, tout simplement. Donc évidemment, c'est un gain de temps qui est vraiment cool. On a un résultat qui est fidèle, on a des couleurs qui pètent alors que j'ai quasiment rien touché dans les réglages de Lightroom. Et du coup, on a quelque chose qui marche tout de suite. Donc là, on se retrouve dans Lightroom et c'est le moment où on va enfin du coup traiter nos images. Donc pour tout ce qui est images de textile, comme je les appelle, sur fond uni, et ben en fait, globalement, si je voulais avoir quelque chose de simple et propre, j'ai juste à rappeler, mon profil colorimétrique qui marche. Hop. Et après, je peux aller ajuster par-ci par-là quelques petites choses, mais globalement, en fait, c'est des photos qui sont déjà exploitables, l'air de rien. Là, ce qu'il faut bien voir, c'est que si on regarde bien au niveau de mes réglages, j'ai aucune vibrance et aucune saturation. Toutes les teintes, elles viennent vraiment du fait qu'on a fait un profil avec la photo où on a pris la charte en photo dans les mains du modèle. Donc, c'est-à-dire que là, vraiment, il n'y a aucune saturation, aucune vibrance. Et donc, voilà la différence. Je ne peux pas faire plus simple que vous montrer ça côte à côte. Et ça ne nous empêche pas, du coup, si on veut, d'aller chercher un petit peu de contraste, un peu de clarté, des choses comme ça. Mais on n'est vraiment pas obligé, ça marche déjà vraiment bien tel quel. On voit qu'on a du détail vraiment partout, que c'est assez propre. On voit que j'ai un capteur qui est dégueulasse. Donc on va hop, enlever ces petites taches de capteur. Et donc ça, c'est des photos qui marchent globalement tel quel, quoi. J'ai pas besoin de faire grand chose de plus que ça. C'est une photo qui marche. Et encore une fois, tout l'intérêt, c'est que je peux les appliquer à toutes les photos qui ont été prises dans les mêmes conditions. Je synchronise mes paramètres. Donc ce sera probablement une des séances traitement les plus rapides et chiantes à regarder du monde, mais en vrai, il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Donc je ne fais pas plus que ça, tout simplement parce que le shoot a été pensé en amont, a été shooté avec une charte colorimétrique, et du coup, ça fonctionne plutôt bien. On a une photo qui est plutôt plaisante à regarder. Même combat pour les photos sur fond bleu. J'ai fait exactement la même chose, je ne voulais pas filmer parce que ce serait redondant, mais avec la deuxième photo qui avait une charte. Et du coup, hop, fond bleu. Alors celle-ci, elle est plus claire parce que comme je vous parlais d'expo à droite, c'est ce que j'ai fait là-dessus. On peut redescendre un peu là-dedans. Et encore une fois, je pars d'une base propre et je développe ma photo. Et donc là, j'insiste encore sur ce point une dernière fois. Il n'y a aucune vibrance, aucune saturation. Et on arrive quand même à un résultat qui parle de lui-même. Il y a juste un peu de contraste, un peu de noir et un profil colorimétrique qui marche plutôt bien. On a encore une fois des taches de capteur, il faut vraiment que je le nettoie. Alors les gens à qui je file des RAW, comme ça vous verrez mon quotidien de feignant qui ne nettoie pas son capteur et qui du coup doit enlever des taches de ce style sur des tas de photos. Alors qu'un bon nettoyage, ça me prendrait peut-être 20 minutes à faire. Mais c'est le prix à payer quand on est feignant. Donc là, encore une fois, c'est une photo qui marche sans aucun souci. Ici, on sort un peu du contexte de la charte qu'on a vu jusqu'à maintenant parce que le but de ce webinaire, c'était aussi de vous montrer un écran avec des couleurs justes, un écran calibré. Donc, on s'est servi de la charte tout le long du premier shooting. Là, je suis parti sur des couleurs vraiment plus barrées qu'on va un petit peu triturer. Comme ça, on va voir ce qu'il est possible de faire de manière créative avec, du coup, on avait un petit kit de lumière continue. Et donc là, on va aller chercher un petit peu des choses au développement. Encore une fois, comme vous pouvez le constater, je shoot quand même globalement de manière à n'avoir pas grand chose à faire. Quand je shoot de manière créative et que je ne cherche pas à avoir des couleurs fidèles, j'hésite pas du tout à aller chercher dans ce panneau étalonnage pour shifter un peu les couleurs, pour vraiment avoir une harmonie que j'avais peut-être pas à la prise de vue. Quand on bosse avec des gélatines, des fois on fait un peu avec une idée qu'on a en tête, et puis après on vient un petit peu chercher des choses par ici. Mais là, encore une fois, il n'y a pas grand chose à faire. La photo était assez équilibrée de base. Et on va pouvoir y trouver un peu de netteté, un petit peu de contraste. Sur les photos très éclairées comme ça, avec de la lumière, j'aime bien mettre un peu de netteté pour récupérer du grain sur la peau. Donc là, on voit qu'on a quelque chose qui est quand même très très clean,
Encore une fois, l'intérêt de bosser en lot, c'est que je peux le coller à toute ma série. Et ça marche plutôt bien, hein, ça marche plutôt bien. Et là, on va voir encore une fois l'intérêt d'avoir des gélatines différentes ou des lumières RGB, c'est que en quelques secondes, on est passé de cette photo-là à cette photo-là, qui est quand même complètement différente au niveau des couleurs, simplement en changeant la couleur des néons. Et je vais juste voir ce que ça donne. Des fois, j'hésite pas à faire ça, de copier un traitement d'une photo à l'autre, juste pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Et là, on voit que ça marche plutôt bien. J'ai bien envie de récupérer un peu de rouge sur ses cheveux, donc je vais aller chercher de la saturation ici. Et je vais prendre la pipette et je vais le mettre un peu sur ses cheveux, comme ça. Histoire de grossir un petit peu le... Voilà. Et en vrai, on voit que ça marche plutôt pas mal, que son haut ressort énormément parce qu'il est carrément fluo avec la lumière bleue. Alors on voit que j'ai pas fait très gaffe à la prise de vue quand je fais des webinaires en live, des fois. Là, on a une petite ombre portée qui était à mon avis de la chaise sur laquelle j'ai mis le néon. Bon, c'est pas rédhibitoire, mais si je l'avais vu avant, j'aurais fait en sorte de l'enlever. Alors du coup, cette masterclass là, évidemment, c'est une masterclass qui vous a montré comment avoir des photos riches à la prise de vue en créant des profils de couleurs grâce à une charte. Donc forcément, au niveau du traitement des images, ça se ressent, il n'y a plus grand chose à faire. Donc forcément, cette partie traitement d'image a été assez vite parce qu'on a tout fait en amont pour justement se simplifier la vie et avoir des couleurs qui pètent sans avoir à passer des heures dans Lightroom. Donc c'est pour ça qu'en fait, on vous a montré tout le protocole, ce qui a pris un peu de temps, mais finalement, la partie traitement d'image, elle n'a pas pris tant de temps que ça parce que en fait, c'est le but de ces accessoires. En tout cas, j'ai été ravi d'animer cette masterclass en compagnie d'Hervé. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Eh bien, bonjour à tous. Ouh, ça sature très fort, j'ai l'impression. Non, c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue, c'est le Loris du présent qui vous parle. On se retrouve pour la suite et fin en fait de cette masterclass. Donc, on a vu tout au long de cette masterclass comment avoir des couleurs justes en fait de la prise de vue au traitement. Et on est encore une fois en live avec Monsieur Hervé Petit qui va pouvoir nous parler, je pense. Est-ce que tu es là, Hervé? Hervé, tu m'entends? Tu me parles? Ok. Je ne sais pas si Hervé, tu m'entends. On va régler ça avant de... J'ai l'impression qu'Hervé, tu m'entends avec le décalage. Il faudrait que tu mettes un casque, à mon avis. Je vais continuer le temps qu'Hervé nous rejoigne. De toute façon, s'il vous parle, on va l'entendre. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment de vous montrer de façon salut à tous. assez simple et efficace. Du coup, comment marche Oui, tout à fait, je suis là, je t'entends. Je pense qu'Hervé, tu me parlais avec un décalage du coup. On va voir ce que ça dit, mais je pense que c'est ça. Il faudrait que tu mettes un casque dans Skype direct et non pas par le live où tu m'écoutes. On va régler ça tout de suite, hein, pour tout le monde. Et donc du coup, en fait, voilà, on va reprendre la main. Donc du coup, on a vu ensemble à peu près comment gérer les couleurs de la prise de vue du coup au traitement de façon finalement assez simple avec un accessoire tout bête qui est une charte de couleurs. Et ensuite, par la suite, comment calibrer un écran pour être certain que ce qu'on a capturé, on le verra de manière assez normale. On va repasser du coup dans une config où je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dans Lightroom. Et si vous avez des questions, c'est le moment où on va en parler tous ensemble. On va espérer qu'Hervé arrive à nous rejoindre parce qu'il a aussi beaucoup de choses à vous dire. Mais je pense qu'il va réussir à nous rejoindre. Donc du coup, on va repartir un peu sur ce qu'on a vu dans la vidéo de manière un petit peu plus chill, un peu plus expliquée, si jamais il y a des gens qui ont raté un bout de la vidéo ou s'il y a des parties que vous n'aviez pas comprises. En fait, ce qui s'est passé par exemple pour ce premier setup, c'est qu'on avait donc capturé la photo de manière traditionnelle. J'avais utilisé un flashmètre pour gérer l'expo et j'avais fait une photo de la charte de gris pour avoir une balance des blancs correcte dans l'appareil. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, on va voir tout le processus. Quand j'importe cela dans Lightroom,
quand j'importe cela dans Lightroom, de base, Lightroom m'importe son profil Adobe Standard. Qui à chaque fois, si vous débutez dans Lightroom, c'est quelque chose qui peut un petit peu vous décontenancer parce que vous allez voir votre photo dans l'appareil d'une manière qui vous a plu, et quand vous l'importez dans Lightroom, elle vous paraît différente. Et bien en fait, ça, c'est une histoire de profil colorimétrique. C'est-à-dire que dans votre RAW, vous pouvez choisir un profil d'image. C'est quelque chose qui va, en quelque sorte, développer l'image sur une base différente dans Lightroom. Et donc, il faut savoir que dans votre boîtier, vous avez des choix de profil d'image, et le RAW, donc la prévisualisation RAW qui va en sortir, sera dépendante de ce profil d'image. Très important, si vous shootez en JPEG, le JPEG qui va en sortir va être dépendant de ce profil d'image. Et c'est d'autant plus important en JPEG du fait qu'on aura beaucoup moins de latitude de retouche. Donc il y a des presets d'images dans chaque appareil photo. Et donc quand on rentre, une photo dans Lightroom, de base, on nous colle un petit profil Adobe Standard parce que ils font travailler leur maison forcément. Si on veut changer ça, on va dans Parcourir, et à ce moment-là, on aura toute la section qui s'appelle Caméra Matching, et on pourra retrouver ce qui se passait dans notre appareil. Donc moi j'étais en standard, donc c'est voilà donc ce que donne le profil standard. Je vous remets le Adobe Standard pour que vous voyez ce que ça donne. Ça, vous voyez la différence. Et on voit que la différence est quand même assez flagrante. Donc, toute l'idée de la charte de couleurs qu'on vient de vous présenter ce lundi et du coup aujourd'hui, c'est de se dire comment faire en sorte que ce que je vois dans Lightroom de manière native, en fait, on soit certain que ce soit les vraies couleurs et les bonnes couleurs quand on fait, par exemple, du shooting textile. Et bien, en fait, c'est exactement ce qu'on vient de vous montrer dans la vidéo. L'idée, c'est de créer un profil typique pour votre appareil qui a shooté du coup l'objectif qu'il y avait devant, parce que les objectifs peuvent engendrer des déviances colorimétriques, l'éclairage, en fait pour votre scène, c'est-à-dire que, je le répète encore une fois, si vous voulez travailler selon ce processus avec une charte de couleurs, il va falloir refaire une photo de la charte à chaque setup. Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Il ne faut pas le faire une fois en début de séance, il faut le faire à chaque setup. Et donc ensuite, en fait, quand on change vraiment l'ambiance de couleur, hein, s'il n'y a pas de changement, c'est pas la peine. Et cette intervention me fait un grand plaisir parce que Hervé est de nouveau en direct avec nous et non plus avec 10 secondes d'écart. Et ça me fait plaisir. Et donc là, j'avais ce que j'avais fait forcément pour le workshop en lundi. Je vais juste passer ma souris et vous allez voir la différence. Voilà. La différence est quand même assez flagrante. Ça, c'est ce que me donne le profil avec la charte, et ça, c'est ce que me donne Lightroom quand je l'ouvre de base. Et on voit qu'il se passe quand même quelque chose. Donc je clique dessus, et en fait, ce qu'il va falloir comprendre maintenant, c'est que c'est pas non plus magique, c'est une base. Là, par exemple, ma photo est un poil trop claire parce que je shoot en exposant à droite, ce qu'on appelle. C'est une façon de shooter qui permet globalement d'utiliser la quintessence de votre capteur. Il est connu que la plupart et le plus grand nombre d'informations dans un capteur se trouvent dans les très hautes lumières. Alors que dans les basses lumières et les très basses lumières, il y a beaucoup moins d'infos que dans les très hautes. Il y a des chiffres qui existent, mais je ne les retiens jamais. Et donc du coup, shooter en exposant à droite ou pour le numérique, ça nous permet en fait d'optimiser la prise de vue pour avoir le plus d'informations possible. En résultera très certainement un résultat un peu trop clair qu'on pourra baisser par la suite sans aucun souci. Et du coup, voilà ce que donne ma photo, juste remise globalement à niveau. Il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de saturation, il y a un peu de vibrance que je vais virer. Là, vous avez mon panneau de retouche Lightroom qui est ici. Et donc, on voit bien que je n'ai touché à rien. J'ai baissé un peu l'expo parce que pour les raisons que je viens de vous citer. Mais si je fais un avant-après de ce que Lightroom me donne en entrée et de ce que j'ai après en sortie au niveau des couleurs, on voit que la différence est quand même très flagrante. Tout l'intérêt est là, c'est-à-dire que imaginons que ce jour-là j'avais voulu shooter une collection, et je faisais défiler les mannequins avec les tenues, et j'avais juste à importer ce profil pour chaque setup, je le répète encore une fois, et ensuite je colle, je vais le faire en direct devant vous, je colle sur toute ma série,
et en fait ma série est retouchée, tout simplement. Et c'est quelque chose qui, si vous travaillez dans le e-commerce ou si vous faites du packshot, si vous faites des photos par lot, et ben c'est un gain de temps qui est assez exceptionnel. C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller plus vite, et on sait que des fois aller vite, c'est bien. Là, donc on est toujours sur ce profil Sony standard, bol standard jaune, donc que j'avais créé dans la vidéo justement. Mais après, encore une fois, comme on vous le dit, c'est une piste de départ. Ici, ma photo est prête à être exploitée, mais si jamais il s'avère que maintenant on veut en faire une photo qui n'est plus une photo démonstrative et qu'on voulait faire une photo créative, si jamais sur le shooting, la teinte de la robe ne me plaisait pas, et ben, il restera toujours possible d'aller la changer en post-prod. Et évidemment, c'est-à-dire que la charte me garantit un point de départ neutre, qui peut être une photo traitée tout de suite, qu'on exporte quasi en telle quelle, et du coup c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour les raisons qu'on n'arrête pas de citer depuis le début, la reproduction, les photos de couleurs précises, mais par contre, rien n'empêche de ensuite partir sur un virage un petit peu plus libre, en sachant qu'on a un point de départ qui est neutre. Par exemple, je pense typiquement à ce genre de photo. En shootant avec la charte, ça va me garantir des teints de peau qui sont cool, mais par contre, rien ne m'empêche d'aller changer la couleur de la robe pour en faire quelque chose de plus funky. Et comme la robe ici a un vert, les couleurs sont très segmentées dans cette photo, comme la robe ici a un vert qui n'est commun à rien d'autre sur la photo, je peux vraiment aller changer ces couleurs comme j'en ai envie, quoi. Je peux la saturer, la désaturer à volonté, c'est vraiment pas un souci. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Ça vous permet d'avoir soit une ligne très, très droite et très juste de couleur, soit d'avoir ce qu'on appelle un point de départ neutre pour ensuite aller sur des traitements un petit peu plus osés. En fait, on avait fait exactement la même chose pour cette série-là. Par exemple, ici, encore une fois, je suis en appareil photo standard, la photo est droite. J'avais fait un deuxième profil pour ce truc-là spécialement, Sony fond bleu, que je vais rappeler. Encore une fois, la photo était un peu claire, ce qui est logique. Et voilà. Et on voit en fait que ici, la lumière est beaucoup plus douce. J'avais utilisé une Octobox 120 de mémoire. Et encore une fois, je vais la développer. Mais on voit qu'en ne touchant rien, et toujours, je n'ai pas touché ni à la vibrance, ni à la saturation. Donc ça permet d'avoir des fichiers plutôt clean. On n'aura pas d'artefacts parce qu'on va pousser trop les curseurs. Je crois que c'est en fait vraiment ça l'idée de la charte, c'est de ne pas trop pousser les curseurs pour éviter ce genre de soucis, quoi. Tout à fait. Et un des points importants que tu as rappelé, c'est que le but de la gestion de la couleur, donc aussi bien le calibrage de l'écran que le travail avec la charte, c'est d'avoir un point de départ neutre, mais ensuite, vous êtes totalement libre d'exprimer votre univers photographique, votre style. C'est un des trucs que beaucoup de personnes reprochent aux spécialistes de la couleur, puisque nous, au départ, on se bat pour avoir un point de départ neutre. Mais c'est pas pour que toutes les photos soient, entre guillemets, fades et neutres, c'est pour avoir un point de départ sur lequel vous allez pouvoir exprimer votre créativité. Ouais, je te rejoins là-dessus, et surtout, encore une fois, pour en revenir à ça, par exemple, ne serait-ce que pour les teintes de peau. Je sais que moi, quand je traite des photos personnellement, même quand je mets des retouches colorimétriques assez étranges, directement à la prise de vue, ceux qui me suivent un petit peu le savent, je mets souvent des gélatines devant mes flashs, je fais souvent ce genre de photos-là, en fait. Je fais toujours, mon point de référence, c'est le visage. Si le visage n'a pas l'air joli, alors il peut avoir une couleur, n'importe quelle couleur, parce que ici, le but ici, c'est pas d'avoir des couleurs naturelles, vous l'aurez bien compris. Mais le point de départ, c'est toujours le visage chez moi. Et si le visage n'est pas flatteur ou n'a pas des couleurs jolies, je bouge mon traitement. Ou carrément mes couleurs de gélatine. Mais du coup, quand on mixe des lumières un petit peu traitées et, niveau lumineux ou des couleurs un petit peu flashy comme ça, avoir un point de départ neutre, ne serait-ce que pour la couleur de peau, c'est quelque chose qui va un peu nous éviter des emmerdes au traitement, parce qu'on sait qu'on va pouvoir avoir une teinte de peau juste au départ, et puis ensuite on va pouvoir shifter un peu les couleurs, comme par exemple ici, si par exemple le fond ou le top paraissent un petit peu trop compliqué, cet outil-là, il est génial, c'est le TSL. On peut choisir teinte, saturation et puis la luminance. Et en fait, en cliquant là-dessus, sur cette petite
cette petite, je sais pas, c'est une pipette, on peut aller juste chercher la couleur qu'on veut et la bouger. Et encore une fois, bon, c'est le même principe que le fond vert en vidéo, tant que ça ne va pas affecter une couleur différente, une couleur trop proche de la photo, et bien évidemment ça va être génial. Le problème c'est si je commence à toucher à une couleur qui est trop proche de la teinte de peau va virer avec. Mais tant qu'on est sur des couleurs qui sont assez éloignées, là le bleu par exemple je peux le bouger sans aucun souci. Et donc c'est ça, et là ma teinte de peau je sais qu'elle est juste parce qu'on a shooté à la charte, mais par contre je peux aller chercher le fond que je veux, je peux aller accorder par exemple le fond avec le top, du moins on peut essayer. Et c'est quelque chose qui marche sans souci, quoi. Donc voilà, ne serait-ce que pour ça, pour avoir ce côté, si vous voulez pas avoir une photo forcément très 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 juste niveau scientifique des couleurs, vous pouvez au moins vous en servir pour avoir ce côté teinte chair qui sonne juste, quoi. Si tu voulais dire quelque chose, Hervé, n'hésite pas. Non, c'est bien, super. Vas-y, continue. Alors je sais pas s'il y a des questions, en fait je n'arrive pas à suivre et la production du live et les questions dans le chat. Alors j'ai 2 questions. Vas-y, dis-moi. Une première question, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait d'abord une balance des blancs, et je répète en mode manuel, pour ensuite faire la cale en fait avec la charte 24 patch. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste utiliser la charte 24 patch sans faire par exemple la balance des blancs? Moi j'ai la réponse, mais j'aimerais bien que tu expliques pourquoi en fait on fait les 2 étapes. J'ai déjà envie de dire que dans un premier temps, après tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, parce qu'évidemment Hervé est infiniment plus calé que moi dans ce genre d'exercice. Mais déjà j'ai l'impression qu'on peut même dissocier les deux. C'est-à-dire que si on n'a pas forcément envie de faire une photo de la charte à chaque setup, c'est déjà dans un premier temps très bien de faire une photo de la charte de gris pour avoir une balance des blancs correcte. Ouais. Je crois que ce qu'il faut expliquer, parce que beaucoup de personnes s'ils ne l'ont pas fait, en fait, ils ont du mal à le toucher du doigt. C'est que quand on fait la balance sur le gris neutre, on va caler le boîtier, et ça se fait en fait par la cellule du boîtier qui regarde en fait le point de référence qui est le gris qu'on lui met sous le nez. Et quand on fait ça, eh bien, on optimise la capacité de votre boîtier à voir le mieux possible qu'il peut les détails dans les hautes lumières, donc vers les blancs, et dans les basses lumières, les ombres et les noirs. Et donc, on l'équilibre en quelque sorte. Ça permet de caler le boîtier à travers sa cellule. Alors que la charte 24 couleurs, en fait, elle vient analyser les conditions de lumière et d'éclairage d'une scène, et donc c'est une autre étape en fait. Tu peux peut-être donner un exemple? Bien sûr. On va regarder ça ensemble. Là, en fait, l'exemple tout bête que je peux vous remontrer, on va repartir sur la première. Si je remets cette photo-là à plat, on va montrer que c'est deux choses qui sont différentes. C'est vraiment l'histoire de profil du boîtier et l'histoire de balance des blancs d'un côté. Ici, si je remets tout à zéro, ça fait tellement longtemps, je ne sais même plus comment on fait pour tout remettre à zéro. C'est dans mode bibliothèque. C'est là. Développement, paramètres par défaut. Voilà. Ici, ma photo est remise à zéro. Shooté, donc shooté assez propre, hein. Donc on a déjà une photo qui est cool. Sur cette photo, on avait fait la balance des blancs avec la charte de gris neutre. Donc ce qui veut dire que ça me garantit que ma balance des blancs est optimale, donc qu'il n'y a pas de déviance colorimétrique, et en effet il n'y a pas l'air d'en avoir. Par contre, ça me donne cette balance des blancs, et encore une fois c'est lié au profil colorimétrique du boîtier. Donc ici on s'est retapé un Adobe Couleur. Si on passe sur sur celui de mon boîtier, donc ça veut dire que on a beau faire la balance des blancs qu'on veut, on sera toujours dépendant en quelque sorte du profil que le boîtier ou que le programme de traitement d'image va infliger à notre RAW. Et donc en fait la fonction de la prise de vue de la charte elle est complémentaire à ça. Ici je sais que ma prise de vue de ma balance des blancs est juste, mais par contre ici, hop, je repasse là-dessus, et je sais que mes couleurs sont calibrées. Et c'est en fait ces deux choses qui sont complémentaires. Arrête-moi si je dis des bêtises, mais... Non, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la balance des blancs, qu'on fait sur un gris, hein, je sais que ça fait toujours rire, elle permet de caler le matériel, le boîtier, et la charte, elle va permettre d'optimiser par rapport
au profil de scène, c'est-à-dire les conditions de lumière et d'éclairage de la scène, et on est plus fin et on le voit beaucoup plus, et comme tu l'as montré, dans le logiciel de traitement, c'est-à-dire c'est dans Lightroom qu'on va pouvoir le faire. On ne pourrait pas exploiter avec notre petit œil et la cellule du boîtier les informations des 24 patchs. Par contre, faire la balance des gris, ça donne déjà une bonne cohérence au moment de la prise de vue. Et ça vous permet déjà de capturer une photo qui va être plus juste que si vous faisiez une balance des blancs automatique ou pas de balance des blancs du tout, qui va vous... En fait, vous risquez de rater une partie des informations au moment où vous déclenchez, quoi, ce serait quand même dommage. Donc, c'est deux étapes différentes. On va dire balance des blancs sur le gris, c'est pour caler le boîtier, c'est plus matériel. Et la charte 24 patch, c'est vraiment en post-traitement, comme tu l'as bien montré, que ça va jouer. Et d'ailleurs, je vois ça y est, j'ai eu le temps de regarder le chat pendant que tu parlais. Il y a Yves qui nous dit qu'il a en tête les cas de diffusion des photos. Au final, c'est l'écran de la personne qui regarde qui va déterminer le résultat. Oui, et ça, j'insisterai jamais autant là-dessus. Si tu veux, Yves, quand tu vas caler ta chaîne de production, tu vas juste garantir aux gens que toi, tu fournis une image qui est juste. Mais par contre, évidemment, si des gens regardent ça sur des écrans complètement pétés ou avec des filtres anti-reflet, avec des choses comme ça, toi, évidemment, tu n'y peux rien. J'avais pris pendant le live l'exemple très bien de la musique. Moi, je suis quelqu'un qui vient de la musique. Tu as beau faire le meilleur mix de musique avec un CD qui sonne magnifiquement bien, ça sonnera toujours mieux dans ton studio que dans la bagnole d'un mec avec qui il manque un haut-parleur. En fait, et je reviens encore une fois sur ce point parce que c'est très important pour moi quand on parle d'écran calibré, rien ne vous garantit que votre photo s'affichera partout pareil. Parce qu'en fait, justement, comme le dit Yves, ça dépend des écrans sur lesquels ils sont regardés. Mais le travail d'un photographe qui bosse en agence, qui bosse pour le print ou qui bosse pour des magazines, ça va être de fournir un fichier qui est clean. Après, si derrière c'est regardé par des écrans complètement pétés, ça, on n'y peut rien. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de fournir un fichier clean en tant que professionnel, quoi. Voilà. Alors, il y a quand même une technique qu'on peut utiliser, mais qui est pas propre, hein, c'est juste pour simuler les écrans. C'est sur l'écran BenQ qu'on vous a montré, et en fait, c'est le cas de tous les écrans BenQ SW. On va donc préparer son image aux petits oignons, comme l'a montré Loris, mais ensuite, on peut simuler, par exemple, un espace SRVB, donc qui est moins riche et qui est typiquement un écran bureautique qui aurait 3-4 ans, un téléphone portable un peu vieillot, et on peut donc se créer un affichage qui va permettre de simuler une image dégradée, juste pour voir en gros ce que ça donnerait. Mais à aucun moment, vous pouvez simuler la variété des écrans qui existent, parce que, soyons clairs, entre une tablette iPad Pro de chez Apple, un Huawei entrée de gamme, je sais pas, il y a tellement de marques de smartphones, je vais même pas y aller. Entre le moment où vous avez un système d'exploitation comme iOS, ou alors si vous êtes sur un autre système d'exploitation, les gens qui peuvent regarder votre image sur une télé qui connecte via Internet, tout ça, de toute façon, il y en aura qui vont avoir des dérives dans le magenta, d'autres qui seront trop bleus, c'est ce qu'on retrouve le plus, hein. Trop bleu, trop lumineux, c'est la dérive la plus courante. Mais il y a aussi des gens qui ont tout simplement un truc qui est mal réglé, et donc ils vont avoir une dominante verte, etc. Donc, de toute façon, on ne pourra jamais avoir une image qui va s'appliquer de manière universelle. Donc vous pouvez faire de votre mieux déjà pour vous, et puis le jour où vous devez fournir le fichier, au moins il est carré, c'est-à-dire que les gens qui, à l'autre bout, font un peu de gestion de la couleur, qui ont un écran à peu près calibré, ils vont les voir bien. Et puis pour tous les autres, on peut juste voir un petit peu ce que ça donnerait en passant d'Adobe RVB vers du SRVB, parce que c'est ce qui est appliqué en standard, par exemple, si votre image est envoyée sur Insta ou ce genre de choses. Mais il n'y a pas de baguette magique, hein. On peut simplement un peu simuler. Et pour ça, si nécessaire, on peut se créer au niveau de l'écran un petit réglage qu'on peut programmer, hein, d'ailleurs dans la petite molette qu'on a vue pour créer une image dégradée, quoi, pour voir qu'est-ce que ça donnerait sur un écran un peu merdique grand public. Mais c'est tout. Ouais, là en fait, c'est ce qu'explique Hervé, c'est qu'on peut
simuler en quelque sorte ce qu'on verra sur un écran un peu plus grand public, mais encore une fois, on ne pourra pas simuler sur ce qui va être regardé sur chaque écran, parce que chaque personne a des écrans qui ont un rendu assez différent s'ils ne font pas gaffe. Mais par contre, Yves disait qu'il est bien évidemment d'accord que pour des impressions, ces outils sont inévitables. Alors évidemment, si c'est pour de l'impression, oui, là, ça prend vraiment encore plus tout son sens, j'ai envie de dire. Et on pourra d'ailleurs dire, Hervé, si je ne dis pas de bêtises, que l'écran BenQ dont tu parles avec la molette tu peux simuler aussi des tirages papier sur cet écran. Oui. Voilà. Oui, parce que une fois que l'écran est calibré, on peut faire ce qu'on appelle de l'épreuvage, c'est-à-dire qu'on peut obtenir le profil du système d'impression, ça peut être votre imprimante, ça peut être aussi le profil de l'imprimeur ou du tireur fine art avec lequel vous travaillez. Si vous confiez ce profil, qui est juste un fichier informatique, on va pouvoir le rentrer dans notre ordinateur et donc afficher sur l'écran non seulement l'image telle qu'elle va du coup apparaître à l'impression, et on peut même voir les couleurs qui sont non imprimables en utilisant, alors moi je préconise quand même d'utiliser Photoshop, la fonction dans Photoshop qui s'appelle format d'épreuve personnalisé. Là on va appeler le profil d'impression et ça permet comme ça de voir, et on pourra mettre côte à côte notre image retravaillée comme celle que tu as montrée et à côté comment elle rendrait à l'impression. Et sur un écran, et c'est pour ça que j'insistais un petit peu, mais bon, tout le monde n'est pas forcément au fait de ces éléments-là. Les écrans de retouche photo les plus agréables pour les retoucheurs, c'est ceux qui ont une dalle qui est mate, très légèrement satinée, parce que ça permet de simuler justement une sortie sur un papier fine art mat ou un fine art satiné. Si vous avez décidé de faire un tirage sur un beau papier à Neumul, Canson, Awagami, ça vaut cher, vous n'allez pas gâcher du papier. Et donc tout ce qu'on peut faire en simulation sur l'écran va réduire la gâche. Et ça, c'est très intéressant. Et effectivement, aussi bien le calibrage de l'écran et l'utilisation de la charte va assurer qu'on a une continuité entre le fichier qu'on prépare et l'impression, voire donc le profil qui va carrément viser cette machine d'impression et ce papier spécifique que vous auriez choisi. Donc c'est pas neutre. Bon, c'est pas le travail pour tout le monde, mais quand vous voulez le faire, en fait, qui peut le plus peut le moins. Si vous avez des fichiers qui sont bien propres, bah, ça vous donne la possibilité après de faire des sous-versions si vous voulez, mais en tout cas, vous avez un point de départ qui est nickel. Bah c'est un truc que j'aime rappeler, et tu le dis très bien, à chaque fois que je fais des présentations de matériel ou autre, il se peut que vous ayez atterri dans une masterclass comme celle-ci, par exemple, avec un matériel qui ne vous parle absolument pas. Parce qu'en fait, chaque matériel a son utilisation. Et là, c'est vrai que, bon, alors pour le coup, le calibrage des couleurs peut être assez important dans beaucoup de domaines, mais il y a du matériel spécifique à chaque utilisation. Et si c'est pas la vôtre, c'est pas grave, quoi. On a une question de Maurice qui me demande: est-ce qu'on a expliqué comment créer le profil à partir de la photo et de la charte de couleur? Alors ça a été mis dans la vidéo, j'imagine que si Maurice le demande, c'est qu'il est arrivé un peu en retard, mais du coup c'est tellement rapide que si tu me le permets, je vais le remontrer vite fait. Ouais. En fait, j'ai la photo de la charte qui est ici, donc on répète, il faut que la charte soit bien exposée, mais de toute manière, on ne répétera jamais assez qu'il faut que vos photos soient bien exposées. Donc si vous avez réglé votre set et que vous en arrivez au point où vous faites une photo de la charte, c'est que la charte est bien exposée. Je vais la remettre avec un profil normal. Et en fait, l'idée est d'exporter cette photo, mais en DNG. J'exporte cette photo. Hop, je vais le mettre sur le bureau, comme ça, au moins, on ne se trompera pas. Dans un dossier, je vais marquer charte. Et je l'exporte, donc là, très important, en DNG. Voilà, je vais l'exporter sans... Ok. Donc là, en fait, mon fichier est exporté, ça va très très vite. Et ensuite, voilà. J'ouvre CC Profiler. Non, c'est l'autre. C'est la fatigue. J'ouvre Color Checker Camera Calibration. C'est ça. Voilà, qui arrive ici. Et en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est de glisser mon DNG dans le programme. Et il va le faire absolument tout seul. C'est-à-dire que je prends mon fichier et je le fais glisser dedans. Le programme charge l'image, comme c'est marqué là. Il va trouver, normalement, mais si la photo est bien prise, ça marche. Voilà, il trouve tout seul les petits carrés, donc qui sont en fait des repères de calibration pour
pour le logiciel, il les trouve tout seul et juste à faire créer un profil. Donc là, je vais le renommer encore une fois différemment. Je vais marquer live vendredi, enregistré. Et en fait, c'est tout. Il enregistre le profil et ce profil va se stocker directement dans ma librairie Lightroom. Donc, c'est-à-dire qu'il ne me reste plus, alors ça prend un petit peu de temps quand même, il ne me reste plus qu'à fermer Lightroom, très important, c'est pour que ça apparaisse. Voilà, le profil a été intégré, je peux quitter ce programme et je peux redémarrer Lightroom. Et une fois que Lightroom est redémarré, on y va. Je suis sur ma photo, donc celle-ci. Hein. Et maintenant, quand je vais dans Profil, je vais avoir dans mes profils perso, qui sont ici, Live vendredi. Voilà, tout simplement. Et encore une fois, je peux peut-être donner quelques informations bien sûr. Complémentaires sur la charte. On n'y a pas pensé, Loris, mais je pense que ça peut intéresser certains. Si vous la regardez de près, peut-être tu peux la rafficher, la charte 24 patch, même si elle est dans une photo, hein, c'est pas grave. On voit qu'il y a une échelle de gris avec 6 niveaux de gris. Il y a les couleurs clés RVB et CMJN, plus 12 couleurs complémentaires. Ces 12 couleurs, elles ne sont pas prises au hasard, elles correspondent à des points très précis de l'espace chromatique qui se décrit en 3 dimensions, donc on ne peut pas vous le montrer comme ça. Et c'est fait pour justement taper un petit peu à différents endroits pour s'assurer que toutes les couleurs, qui vont être un mix des 24 patchs, vont s'afficher correctement. Mais on voit l'échelle de gris, RVB, CMJN, tout ça c'est des points de référence d'enfer en fait pour le logiciel. Si vous deviez le faire à l'œil, vous n'y arriveriez pas. Mais justement, par l'informatique, on sait traiter ces informations. Ça fait 45 ans qu'elle a été conçue, cette charte. Et il y a 45 ans, c'était pour faire les premières publicités couleurs à la télévision, pour vous donner une idée. Et puis, elle a évolué, mais en fait, c'est les mêmes paramètres. Ce qui fait que les logiciels comme Lightroom, Photoshop et Capture One, aujourd'hui, avec un simple plugin qui est offert avec la charte, il n'y a pas de logiciel à acheter en plus, vont permettre d'exploiter ces informations. Et puis, parce que la vidéo aussi, ça devient présent pour beaucoup de photographes, cette même charte à 24 patchs, eh bien, les 24 couleurs qui sont là, elles sont décrites carrément à l'intérieur du logiciel DaVinci Resolve comme point de référence pour faire de l'étalonnage de plans vidéo. Alors après, on a une autre charte spéciale pour la vidéo qui va plus loin, mais déjà avec la charte photo, vous pouvez l'utiliser pour la photo et aussi pour la vidéo. En fait, tous les paramètres sont déjà codés dans le cœur, dans le dur du logiciel DaVinci Resolve, même à partir de la version gratuite. Vous n'avez pas besoin d'aller dans la version pro qui est payante. La version gratuite, ça marche déjà. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. C'est une vraie référence qui est mondiale. Bon, ok, c'est quand même un peu un produit d'amateurs avancés, comme j'imagine que certains d'entre vous sont, mais elle permet de faire pas mal de choses et de caler les choses autour de la couleur. On a deux questions intéressantes. Maurice qui nous demande du coup si le logiciel est gratuit, si j'ai pas de... Oui, il est même gratuit sans acheter de charge. Je crois qu'il est en téléchargement libre, je crois. Oui, mais tu peux rien faire si tu n'as pas une Bien charte sûr, de oui, mais il demandait référence. si c'était un achat à part. Donc non, s'il achète une charte, le logiciel est téléchargeable gratuitement. Voilà. Et d'ailleurs, si comme on a envoyé les RAW, je me permets de te couper, Ouais. vous pouvez même télécharger le logiciel et faire le test que je viens de vous faire vous-même. Alors ça marchera que sur la photo que je vous ai envoyée, évidemment, mais vous pouvez faire le test. Dans les RAW que j'ai envoyés, il y a la photo de cette charte et une photo du shoot juste après. Avec les RAW, on a fourni le lien Okay. vers le logiciel. Très bien. En fait, si vous regardez l'email quand vous avez envoyé, si vous avez regardé la première partie et si vous étiez enregistré, vous aviez les 6 fichiers et le lien vers le logiciel qui s'appelle Color Checker Caméra Calibration. Et qu'on vous invite à essayer, puisque justement, avec les RAW, vous pouvez faire joujou et voir par vous-même que c'est pas très compliqué, que ça marche bien, c'est stable. Et puis en plus, le logiciel, il y a même des mises à jour régulières. Quand il y a des nouvelles versions de Photoshop ou Lightroom qui sortent, et bien, si nécessaire, on fait les mises à jour. Et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours fait les mises à jour gratuites depuis que le logiciel existe. Donc je ne pense pas que ça change, sauf si on était amené à apporter quelque chose de complètement nouveau, mais il n'y a pas de raison. Donc ça, c'est important. Okay. Et on a Nevry qui nous demande, de ce fait, faut-il refaire un profil à chaque shoot? Alors oui, et quelque part, c'est le fonctionnement même de la chose. Parce qu'en fait,
Alors là, on va rentrer dans le détail, mais un détail qui est important. Chaque capteur, chaque objectif utilisé peut engendrer une déviance colorimétrique ou avoir ses propres couleurs. On va pas parler de déviance tout le temps, mais comme si c'était mal. Mais chaque objectif a un rendu colorimétrique différent. D'un flash à l'autre, on peut ne pas avoir la même température. Suivant ce qu'il y a dans ta pièce, suivant en fait, chaque scène complète va avoir un rendu colorimétrique qui lui est propre. Et par scène, on entend du capteur au modeleur utilisé, en fait à tout. Donc c'est pour ça que le vrai intérêt de cette charte, c'est de la prendre sur chaque set. Donc à chaque fois que tu vas changer de set, tu refais en début de série une photo de la charte, tu recrées un profil comme précédemment, et donc comme ça te garantit que ta série est la bonne. Alors évidemment, si tu shootes avec la même boîte à lumière, que la modèle change juste de vêtements, t'as pas besoin. Mais si tu changes de modeleur, encore une fois, je pense que la différence va être minime. Mais si tu prends le pli de le faire à chaque fois, ça te garantira d'avoir un rendu qui est très propre. Voilà. Donc Exactement. le but c'est vraiment ça. C'est de le faire à chaque changement de série majeure ou de changement d'objectif si vraiment on veut aller au fond des choses, quoi. Par contre, comme tu disais, si tu as une série de modèles que tu fais défiler, tu as fait ton set de lumière, C'est ça. t'as pas besoin de refaire. C'est ça. Par contre, imaginons tu fais une première série en studio, et puis parce que tu as envie de faire un look urbain, tu vas te déplacer, tu vas te mettre dans une usine désaffectée pour faire un deuxième shoot avec peut-être une partie des modèles. Et là, tu es dans une vieille usine où, eh ben, tout simplement, même si tu mets les mêmes éclairages, tu as un mur en briques. Et le mur en briques, avec tes éclairages, eh ben, il va donner une putain de teinte Ouais, bien sûr. brique, magenta, éventuellement, sur tes modèles. Et donc là, tu vas positionner ta charte juste une fois pour la première photo, que tu vas pas développer comme ça, mais tu vas juste la développer en DNG, comme tu l'as montré. Et une fois que tu auras calé en fait les conditions de lumière et d'éclairage, tu vas pouvoir l'appliquer sur toute la série, quoi. Et ça fait gagner un temps monumental. C'est ce que j'ai montré, hein, globalement. Là, toute la série jaune est retouchée. Et puis pour la série bleue, même combat, il suffit que je prenne une des photos, que je la traite. Et puis toute la série sera retouchée. Je crois que là, enfin traitée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le mot retouché. On va parler de traitement d'image et non pas de retouche. Elle a la vie dure, cette expression chez moi. Et encore une fois, je synchronise. Et puis j'avais donc cette photo de la charte qui était là pour le coup. Donc voilà, on le refait à chaque fois, quoi. Ouais. Et un point important quand même pour avoir la précision des couleurs, peut-être qu'il y a un ordre quand même, il faut toujours d'abord calibrer l'écran et ensuite on vient créer des profils de boîtier ou des profils d'impression ou les deux, mais avoir une charte super bien positionnée et capturer les infos. Si ensuite vous ouvrez vos fichiers avec un écran qui est à l'ouest, ça vous donnera de la merde, quoi. Je suis désolé de dire ça, mais donc c'est quand même une bonne idée de calibrer votre écran, même si c'est pas un foudre de guerre et que c'est pas le meilleur écran de retouche au monde. Calibrez-le. Une sonde, ça vaut moins de 200 euros. Il y en a autour de 250 pour les versions professionnelles. Et puis, ça peut se partager entre plusieurs personnes, je veux dire, dans un club ou un collectif de photographes. N'est pas obligé de calibrer son écran tous les jours, hein. Une fois par mois, ça le fait bien. Et oui. En fait, encore une fois, c'est toujours pareil. Si on rentre dans l'envie d'avoir des couleurs justes, c'est un espèce de tout c'est une chaîne en fait. Et donc après l'écran calibré, même si on fait des shoots créatifs, si on va vers le print ou si on a envie de vraiment savoir ce qu'on va envoyer, c'est calibrer un écran, c'est quand même toujours bien. Et encore une fois, j'insiste sur ce fait parce que dans cette masterclass, on parle de son, on parle d'écran, on parle de charte, mais tous les écrans se calibrent, même les écrans premier prix. On va juste dans ce cas-là, quelque part, le rendre un peu plus fiable, mais calibrer deux écrans de deux gammes différentes, on n'aura pas le même rendu non plus sur un écran bas de gamme que sur un écran qui est un peu plus cool. Je pense par exemple à ces ordinateurs de l'enfer là, je sais plus comment ça s'appelle, Hervé, tu sais, les dalles où quand tu bouges l'écran, la luminosité change. En fait, les dalles TN, Oui, c'est ça. Voilà. c'est celles qui équipent la majorité des ordinateurs portables. Faites le test avec un ordinateur portable, même qui a qu'un an, hein, vous verrez que si vous penchez l'écran, que vous l'ouvrez à fond,
ben, les couleurs n'apparaissent pas de la même manière que quand l'écran il est bien perpendiculaire à vos yeux. Ça, j'ai commencé par ça, c'était un enfer. Hein. Ah, mais c'est terrible. Le calibrer, c'est quand même utile, ça va réduire les écarts, mais enfin, c'est pas une bonne idée de faire de la retouche sur un écran comme ça. De plus en plus, hein, parce que quand même, on est nombreux, pour tous les gens qui s'intéressent à la photo ou à la vidéo, c'est pratique d'avoir un ordinateur portable. Hein, soyons Bien sûr. clairs, Ah, mais oui. on l'emmène avec soi, on peut bosser dans le train, on peut faire des choses avec. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ben, on peut déjà faire l'édit. Vous allez pouvoir buter toutes les photos où les gens, eh merde, il a fermé les yeux. Bon, très bien. On peut faire les choix génériques. Mais le traitement de la couleur et le traitement et la retouche un peu fine, moi je vous engage à envisager un deuxième écran qui peut être un complément de votre ordinateur portable. Aujourd'hui, tous les ordinateurs portables sont capables de piloter un deuxième écran. Leurs cartes graphiques le permettent, surtout en photo où c'est pas grave s'il y a un lag d'une demi-seconde, quoi. Ça ne va pas vous poser de soucis. Donc, envisagez. Sur un portable, on peut rajouter par exemple un 24 pouces. Je vous donne une idée, le BenQ SW 240, il est à 449 € TTC. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Et on est sur un vrai écran, avec une dalle mat, avec la visière anti-reflet, qui permet de couvrir l'espace Adobe RVB 98 et qui va vous permettre de bien travailler les images. Bien sûr, c'est un budget, mais bon, ça vous permettra de faire des choses intéressantes. Peut-être si vous envisagez d'être freelance ou d'évoluer de manière professionnelle autour de la photo, bah, ça va vous permettre d'être sûr de ce que vous voyez et donc de livrer des fichiers justement bien calés. Après, bien sûr, bah, suivant ce que vous pouvez vous permettre, il y a d'autres solutions. Et le gros du marché s'oriente vers des écrans 27 pouces. Mais honnêtement, avec un 24 pouces, je vous donne une idée, on a déjà un double A4 pleine page à 100% de taille. Donc si par exemple vous deviez faire un travail, par exemple pour une assos avec un magazine qui est en format A4, vous avez la double page avec même une zone autour et vous avez même votre barre d'outils, quoi. Vous pouvez afficher vos images à 100%. Bon, ça vous donne une idée. Un 27 pouces, bah, c'est un petit peu plus large, vous aurez 6 cm de plus en largeur, 3 cm de plus en hauteur par rapport à un 24 pouces. Autour de ce webinaire, on a monté des offres spéciales avec pas mal de revendeurs en France. Donc, contactez vos revendeurs qui vous plaisent, ceux que vous aimez bien faire bosser. Moi, j'ai dit déjà ça sur le premier webinaire. Moi, je préfère travailler dans ma zone que de faire travailler Amazon. Donc, si vous en avez que vous aimez bien, qui sont dans votre ville ou avec qui bah, vous avez déjà eu la chance d'être dépanné, parce qu'il y a des revendeurs photos qui... le jour où on a besoin d'un câble, on est content qu'il soit là parce que c'est bien. Donc c'est intéressant. Jusqu'au 30 novembre, si vous prenez un écran BenQ plus une sonde Calibrite, c'est celle qu'on a montrée tout à l'heure pour le calibrage écran, il y a 25% de remise sur la sonde, en plus des offres déjà en place. Donc il y aurait par exemple, là j'ai fait un test, le SW270C c'est le 27 pouces, avec la sonde Display Pro, ça ferait 1003,72 € TTC, et vous avez un logiciel Luminar AI offert en plus. Voilà. Pour vous donner une idée, hein, je ne suis pas là pour vous vendre le truc, mais pour caler les choses. Moi j'ai juste un petit truc à rajouter, je pense à parce que je pense à des amis à moi, je pense à des gens, quand on parle par exemple, tu proposes de prendre un écran secondaire, ce qui est très bien, moi je fais très souvent ça. Pardon, je fais très souvent ça, mais je pense à des potes à moi qui des fois sont sur le terrain, qui suivent des tournées, et qui doivent traiter de manière mobile, sans des fois dans le train, enfin ça arrive très souvent. Je connais des potes qui retouchent dans des tourbus, enfin tout ça. Si vous n'avez pas forcément de quoi mettre un deuxième écran, au moins calibrer celui de votre ordinateur portable, quoi. Ça me paraissait important. Ouais, mais bon, on peut pas s'y fier, quoi, quand même. Ouais, mais moi je sais que de manière dans la vie de tous les jours, tu sais que moi je suis quelqu'un de la vie de tous les jours, il y a des gens qui sont quand même amenés à faire du traitement. Et dans ce cas-là, si vous n'avez pas la possibilité de prendre un autre écran, bah déjà prenez un bon portable et au moins calibrer son écran, ça c'est déjà important de base, quoi.
Voilà, c'est Après, tout. Oui, si vous shootez en allant dans un studio, il y a beaucoup de studios qui ont justement un écran de qualité Mhm. pour pouvoir faire la partie retouche, des fois dans une petite pièce à côté. Ça se loue, c'est pas non plus mortel. Et pour vous donner une idée, Antonio, par exemple, que tu connais, lui, Très il a bien. un 24 pouces et il s'est acheté une mallette pour pouvoir le transporter dans l'avion, parce que pour faire ses formations, il n'en pouvait plus des télés qui lui foutaient en Bien l'air sûr, ouais. tout son travail. Mais bon, du coup, ça double quand même le prix de l'écran, quoi. Je me souviens La qu'on avait fait flight case. le salon de la photo et que Ouais. on avait passé 3 quarts d'heure à chercher le meilleur profil sur la télé pour avoir quelque chose de logique. C'est vrai que c'est chiant. Mais oui, c'est ça. Si on arrive à maîtriser ça, on a vraiment un plus quoi dans les... Alors, j'ai vu qu'il y a quelques autres questions. Donc, pour résumer, quelle est la référence de cette charte de couleurs? C'est une famille de chartes qui s'appelle Color Checker Photo. Donc, dedans, il y a la Color Checker Nano, qui est bien pour faire de la photo de macro. Elle est toute petite, elle vaut très cher parce que c'est carrément fait main. Il y a la Mini, qui est très raisonnable, c'est en dessous de 60 euros. La Color Checker Passport Photo 2, ça c'est celle que Loris vous a montrée. Oui, je l'ai là en photo C'est du la coup, hein. plus polyvalente et comme elle a un coffret en fait de protection, c'est aussi celle qui peut vous durer le plus longtemps. Ensuite, il y a la Color Checker classique qui fait à peu près la surface d'une feuille A4. La Color Checker XL qui est utile pour les gens qui font du drone ou qui utilisent des optiques type fisheye, tout ce qui est grand angle, parce que on va pouvoir la positionner dans une scène large. Et puis, vous avez une version super spéciale qui s'appelle la Mega, qui fait 2,40 m sur 1,80 m de haut. Donc, il faut une voiture quoi, pour la déplacer et qui sert essentiellement pour tout ce qui est shoot en environnement très très large au sein d'un stade de foot, tout ce genre de choses. C'est quand même un peu du spécial, ça. Mais on a donc toute une gamme de solutions. Ce qui est intéressant, c'est que les 24 couleurs sont strictement les mêmes sur toute la famille des chartes et que le logiciel, du coup, il marche de la même manière pour toute la famille de chartes, quel que soit le fait qu'elles aient des tailles différentes. Alors, vous voyez qu'en plus, celle que Loris a montrée, il y a une petite échelle en millimètres, il y a un certain nombre d'autres éléments, parce qu'il y a des gens qui l'utilisent pour faire ce qu'on appelle des photogrammes, pour faire de la retouche d'œuvres d'art. La Color Checker classique, elle permet de caler des scanners avec. Il y a plein d'autres utilisations dont on ne vous a pas parlé ici, mais qui vont plus loin. Et puis, comme je l'ai dit, elles peuvent être utilisées et exploitées aussi pour faire des points de repère pour les séquences vidéo dans Resolve directement. Alors ensuite, est-ce qu'il y a des offres juste sur les sondes pour ceux qui ont déjà investi dans un écran? Pas en ce moment, donc je ne vais pas vous raconter de pipeau. Sauf que quand même les sondes, il y a un logiciel complémentaire qui est offert qui s'appelle Luminar AI. Ça c'est la réponse pour Maurice. Une autre question sur un Je crois qu'on écran a fait BenQ. globalement le tour. Ah oui, il y Ouais, a une question sur ça. sur un écran BenQ, il vaut mieux utiliser Palette Master Element ou Color Checker Profiler. Donc Color Checker Profiler, c'est le logiciel qui est fourni avec les sondes. C'est celui qu'on vous a montré en début de cette vidéo. Et ce qui est bien, c'est que c'est un logiciel qui va marcher quel que soit le modèle d'écran. Et puis les écrans professionnels, donc les BenQ SW, comme le 32 pouces sur lequel Loris a travaillé ici, mais aussi d'autres marques, comme Eizo par exemple, fournissent pour les écrans haut de gamme ce qu'on appelle un logiciel de calibrage hardware. Donc ce logiciel de calibrage hardware, il va être plus précis. Donc je recommande, si vous avez un écran professionnel, d'utiliser le logiciel de calibrage hardware, mais bien sûr, vous gardez le logiciel de la sonde pour calibrer votre portable, comme expliquait Loris, et puis les autres dispositifs. Et le calibrage hardware va vous donner des résultats plus précis, plus stables, et le profil est stocké à l'intérieur de l'électronique de votre écran et non pas dans le disque dur de votre ordinateur. Je ne sais pas si pour vous ça parle, mais quand vous le stockez dans l'écran, donc ça veut dire que dans votre 24, 27 ou 32 pouces, le profil en fait il est dans l'électronique de l'écran. Donc Loris se branche dessus, il fait ses retouches, il se débranche. Moi je me branche avec mon ordinateur. J'ai pas fait de profil, je me branche sur l'écran, je peux récupérer le profil qui est dans l'écran sans avoir besoin de refaire
un profil. Et en plus, j'ai le même profil que celui que Loris avait utilisé. Ce qui est bien, par Donc, exemple, pour les endroits qui reçoivent du public, comme les studios dont tu parlais tout à l'heure, exactement. les agences de com qui ont des PC à dispo, enfin des C'est ordi à ça. dispo, tout ça. C'est vrai que c'est très J'ai pratique. beaucoup aussi, tu sais, des couples de photographes. S'ils sont deux, ils se font un profil, il est stocké dans l'écran et que tu te branches avec un portable, le portable de ton conjoint ou de ta conjointe, ou un troisième ordi, parce que des fois on a plusieurs ordinateurs, tu as toujours le même profil, ça fait gagner du temps, ça évite des erreurs. Et quand on travaille sur des séries à plusieurs, si tu fais du reportage, des fois ça peut être très intéressant. Voilà, c'est un avantage. Et oui, c'est plutôt on a toujours un petit cran de mieux avec les logiciels de calibrage hardware. Quand on peut, il vaut mieux passer là-dessus. Bien. Alors, une dernière, écran IPS à Dalmat sur un portable permet déjà de travailler dans de bonnes conditions. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais oui. Mais en fait, ce que je disais, pour répondre à Gérard, par exemple, sur ce truc, euh, il y a du matériel qui est fait pour tout le monde. On n'a pas tous les mêmes besoins. Et comme j'expliquais, moi, je connais vraiment des gens qui n'ont pas vraiment le choix que de retoucher sur un portable. Et en effet, bah, dans ce cas-là, prenez-en un bon bah, et calibrez-le. Mais je sais qu'il y a des gens qui traitent sur ordi. Moi, je sais qu'il y a des fois où je suis sur un mariage, par exemple, où le DJ me dit ah tiens exporte-moi quelques photos comme ça je les passe sur l'écran. Donc là évidemment bah, je les traite sur l'ordi portable bien évidemment. Après en rentrant chez moi ça repasse par mon setup qui est à la maison. Mais on peut évidemment de temps à autre s'en sortir avec un. Tout va dépendre de ce que vous attendez en fait de votre setup. Mais après c'est vrai que moi qui suis passé sur un écran mat, sur un écran calibré et tout, bah, j'ai vu au final une vraie différence. Différence qui peut surprendre hein, au pre- au premier abord. Moi, la première fois que j'ai bossé sur mon écran calibré chez moi que je venais d'acheter, j'ai fait Ah, je t'en avais parlé Hervé. Et en fait, on s'y habitue. On s'y habitue. Presque tout le monde. Et c'est vrai que finalement, j'en suis arrivé à non pas me dire que c'était la faute. Parce qu'au début, je me suis dit, je vois pas mes photos comme d'habitude, donc c'est la faute de l'écran que je viens d'acheter. Ce qui paraît être la mauvaise foi dont j'ai fait preuve. Mais finalement, j'en suis arrivé à enlever tous les filtres bizarres sur mes téléphones. Hmm. Je me suis résolu à baisser la luminosité de mon téléphone parce qu'il y a des photos en fait, j'avais toujours tout à fond sur mon téléphone. Et je me Hmm. suis rendu compte que le problème venait de là. Et pas, et pas- Et, et pas- et le piège, c'est pas juste un choix créatif, c'est que quand tu es à fond, en fait, tu vas cramer certaines valeurs que tu pourras pas retrouver derrière. Bien sûr, ouais. D'où l'importance, hein, c'est ce qu'on a montré aussi avec c'est aussi ça le fait de faire la balance des blancs à partir d'un green note, c'est on va optimiser la plage des informations que votre capteur va pouvoir choper. Voilà. Et effectivement, l'autre info que tu as donnée qui est hyper importante, n'ayez pas peur. Quand vous calibrez votre écran pour la première fois, souvent, on est le cul par terre. On est là genre, oh, mon Dieu, c'est beaucoup plus jaune qu'avant. Mon Dieu, c'est beaucoup plus terne. Ça, c'est les réactions que j'ai. Et j'ai accompagné des centaines de personnes hein, sur le calibrage écran. Et donc, dans 95% des cas, les gens disent, mais c'est pas possible, c'est pas le bon réglage. C'est pas le bon réglage. Parce qu'ils étaient habitués depuis des fois des semaines, des mois ou des années à travailler avec un écran qui peut-être était auparavant trop bleu, trop lumineux. Comme je vous l'ai dit, c'est souvent le cas parce qu'il y a un côté marketing. Les fabricants d'écrans, ils ont intérêt à vous livrer des écrans trop bleus, trop lumineux. Pourquoi? Parce que ça donne des images flatteuses. Et le calibrage d'écran vous permet de ramener l'écran sur une production plus propre, plus naturelle des couleurs. Et du coup, c'est le bon point de départ pour pouvoir faire sa retouche. Si je vous montre le fichier que vous avez pris soigneusement avec un boîtier super bien réglé, mais je le déforme en vous balançant trop de lumière et trop de bleu, ben, vous allez forcément faire des erreurs de retouche, quoi. Mais alors, du coup, petite anecdote que je vous raconte comme ça. J'ai un setup là devant moi avec un écran de retouche principal qui est l'écran aussi de mon ordinateur. Hein. Je fais tout avec quoi. Et à côté, j'ai un jour, je sais pas, je me suis pris pour un retoucheur et j'avais acheté une tablette tactile avec un écran intégré. Euh, Très moyenne gamme, elle m'avait coûté dans les 300 euros. XP Pen, c'est une très très moyenne gamme avec un écran qui n'est vraiment pas fou. Hein. Vraiment pas fou. Et bah du coup, en fait, il m'arrive régulièrement pour voir, quand je finis mon fichier, bah, je le glisse sur l'écran d'à côté.
en me disant, bah voilà ce que vont voir en fait des personnes qui ont des écrans de type grand, très grand public. Et c'est quelque chose qu'en fait qui n'est pas bête parce que de regarder un peu ce que je lui fais pas confiance, hein, je change pas forcément mon fichier par rapport à ça, mais par curiosité de temps en temps je fais glisser une photo et je me dis un écran de téléphone la verra plus comme ça que comme moi je que comme moi je la vois, mais c'est une façon de me dire au moins je sais ce que vont voir les gens, quoi. Voilà, c'est tout. Je vous dis pas forcément d'acheter un écran mauvais à côté, mais ne serait-ce que envoyer la photo sur votre téléphone si vous voulez voir un peu des trucs, parce qu'en fait ce qu'il ne faut pas oublier de préciser, c'est qu'il y a beaucoup de pros qui en fait font plusieurs versions d'une même photo, Oui. suivant à ce à quoi elle est destinée. Et donc ça répond vraiment à la chose où quand on dit que vous ne pourrez pas afficher une même photo partout, la réponse à ça, c'est peut-être aussi de faire des versions différentes suivant si vous allez imprimer ou si vous allez poster sur Instagram. Tout à fait. C'est ce qu'on recommande et ce que les pros qui ont essayé différentes méthodes ont fini par faire. C'est tu fais un très bon fichier bien préparé si c'est pour des expos ou du tirage fine art, et puis tu fais une sous-version que tu peux volontairement un tout petit peu castrer au niveau des couleurs ou un peu sursaturer pour les réseaux sociaux et Insta, et tu as tes deux fichiers. Et les deux vont fonctionner, mais forcément pas avec la même audience au final. C'est ça. Je pense qu'on arrive tout doucement vers le bout. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose, Hervé? Je vais repasser en grand écran, regarde. Eh ben vas-y. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est d'abord merci de nous avoir suivis. On espère que ces informations vous sont utiles, qu'elles sont plaisantes. On essaie d'amener en même temps des infos techniques et en même temps de passer un bon moment avec vous. On a eu plus de 900 vues, je pense, sur la première partie. Et là, il y a un petit peu moins de monde, mais c'est normal, hein, on est vendredi soir. On a d'autres événements prévus prochainement. On va attaquer la photo de produit, je pense, le 7 décembre, sur un autre événement, mais sur un autre format, un webinaire. Et puis Loris, lui, toutes les semaines, il poste des informations qui valent de l'or autour de la lumière sur sa chaîne qui s'appelle Light and Shoot. Et on remercie encore le magazine OpenEye qui a été notre partenaire pour cette masterclass, qui est un magazine en ligne gratuit que je vous invite à regarder si jamais vous ne le connaissez pas encore, parce que c'est assez sympa, qui parle pas mal de photos artistiques. Voilà, pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait déjà un bon petit tour. Merci à vous tous. On vous souhaite un très très bon week-end. Et puis Loris, je te laisse le dernier mot. Et je remercie comme les marques qui nous ont permis de faire ça. Donc c'est organisé par la société Lumesca et les marques BenQ et Calibrite. Mais comme vous l'avez vu, ça ne nous en a pas empêché de parler d'autres marques, voire même des concurrents de BenQ, mon Dieu, parce que on est là aussi pour vous donner des infos techniques et on sait très bien que vous n'êtes pas des lapins de 3 semaines et que vous allez comparer les infos qu'on vous a données, hein, c'est normal. Bah oui, bien sûr. Moi, je voulais simplement te remercier toi aussi parce qu'on échange beaucoup, hein, pour ces lives avec Hervé. C'est une préparation, c'est un peu de travail, un peu de stress des fois, mais ça se passe très bien. Et puis merci aux gens qui nous suivent. Quand je vois des petits mots sympas là, sur le chat à la fin du live, c'est très encourageant. J'aurais envie de dire j'ai envie de citer Antonio qui, quand on parle de matériel toujours et que je vois des gens qui ne sont pas d'accord, n'oubliez pas que ce n'est que de la photo, faites-vous plaisir, que vous soyez professionnel ou amateur. Et puis quand la démarche, vous sentez une démarche d'envie d'être un petit peu plus professionnel ou du moins un petit peu plus poussé, et ben justement on est là pour vous montrer un petit peu les voies qui peuvent vous aider et à vous de les suivre ensuite ou pas. Vous êtes toujours maître de ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Et bien je vous dis merci Hervé, merci pour tout. Merci beaucoup, merci Loris, très bonne soirée à toi. Ça roule. Et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir et très bon week-end. Portez-vous bien.